conférence intitulée « Doctrine sociale de l'Église, origine et fondement d'une Maldonne ou de la Maldonne », avec sous-titre « Justice sociale, corporatisme et subsidiarité ». D'abord, commençons par des remerciements. Je voudrais d'abord commencer par remercier Marc Guillon, sur lequel ce groupe de la libre pensée dans les langues n'existerait plus, et sur lequel je n'aurais pas assisté le 4 mai 2019 à Pontonx à une conférence de Joaquin Salamero, chasseur de corporatistes, et dont le livre hommage est ici et en vente à la librairie. Je n'aurais pas non plus assisté à une conférence de Michel Héliard, ici présent, qui me conduisit à lire son ouvrage. Le voici. Mes remerciements encore au travail de Jacques Moisan, de l'UD de Nantes, dont le travail est une véritable somme et une chasse des corporatistes qu'ils appellent les envahisseurs, dont vous trouvez sur le site de l'UD-FO 44 un onglet Histoire, et tous les 15 jours vous avez un article de Jacques Moisan. Ils ont décidé finalement de faire une somme. Hommage encore au travail de Marc Prévotel. Donc je parle de gens que personne ne connaît, mais sans lesquels tout ceci n'aurait pas eu lieu. Donc Marc Prévotel qui a écrit Cléricalisme moderne et mouvement ouvrier. Enfin, des remerciements tout particuliers à Jean-Pierre Percher, qui a écrit cette petite chose qui traînait dans mon bureau à l'UDFO depuis des années, et un jour j'ai eu l'idée de l'ouvrir. Et c'est ce petit ouvrage qui m'a mis le pied à l'étrier pour aller voir qui était ce gars qu'on appelle Luigi Taparelli d'Azeglio. Mes remerciements s'achèvent avec Laurent Peggy, qui, avec ses collègues du RCD de l'Inspé de Mont-de-Marsan, sont parvenus à me trouver un ouvrage presque introuvable. On l'a trouvé à la bibliothèque universitaire de Strasbourg. Et c'était la biographie de Taparelli par le moine Robert Jacquin, en 1943, qui a donné lieu à une thèse à Paris. Alors cette présentation, si elle n'est qu'une ébauche d'un travail en cours, ne pouvait manquer l'occasion d'abord de cette Saint-Nicolas. Bonne fête, merci. Merci. En plus à Saint-Paul, quand on est taquin, on est taquin. En cette année du 700e anniversaire de la béatification, de la canonisation, donc en 1323, de saint Thomas d'Aquin. Philosophe et théologien, docteur angélique, et philosophe qui aura son importance dans la présentation aujourd'hui ô combien. Donc on passe. Voilà, ça c'était saint Thomas, une photo d'époque. Alors commençons par les encycliques et leur filiation. Les encycliques, il y en a depuis qu'il y a des papes, mais elles ne sont sociales que depuis récemment. On doit d'abord tenir compte du fait que la doctrine sociale de l'Église, ou DSE, est aujourd'hui partie prenante du magistère catholique, consacré par le Compendium de 2005, qui a décidé de poser le texte de la doctrine sociale de l'Église autour de 4 concepts fondamentaux: le bien commun, la solidarité. Il y a beaucoup à dire sur tous ces concepts, mais je me concentrerai sur la subsidiarité et le corporatisme. La dignité de la personne humaine et la subsidiarité. Voilà. Une telle doctrine existe informellement, au moins depuis l'enseignement du Christ, si on veut. Et d'autres encycliques papales, depuis 1740, ont pu traiter de questions sociales. Mais c'est Rerum Novarum, en 1891, et 40 ans plus tard, donc c'est pour ça que les anniversaires c'est important, Quadragesimo Anno, en 1931, qui sont les 2 encycliques de base, fondamentales de la doctrine sociale de l'Église, qui sont les piliers fondateurs. Rerum Novarum est souvent sous-titré « Sur la condition des ouvriers », impose une analyse thomiste. Alors quand je dis thomiste, ça veut dire de saint Thomas d'Aquin, ou je peux dire aussi thomasienne, mais c'est la philosophie de saint Thomas. On va y revenir. Donc ça impose une analyse thomiste de la question sociale, comme on l'appelle à l'époque, une analyse de l'ordre naturel, qui fait de l'alliance de la révélation divine avec la loi naturelle le fondement inamovible de la moralité politique. Alors tous ces termes sont codés, surtout celui en bas, là, loi naturelle. On y reviendra peut-être.
Cette unité des lois naturelles et divines est explicitement traitée par Léon XIII dans ses encycliques, Libertas Paraesistantiarum en 1888 et Sapientiae Christianae en 1890. Alors je vous ai fait une petite frise des encycliques de quelques papes, on y reviendra. Donc là je vous parlais de celle-ci, Libertas Praestantissimum et Sapientiae Christianae. Et vous avez Rerum Novarum est ici, de Léon XIII, et puis bien sûr Quadragesimo Anno en 91. Resituons d'abord Rerum Novarum dans son époque. Alors vous allez voir l'importance des anniversaires. Cette lettre encyclique paraît le 15 mai 1891, soit 20 ans exactement au mois près, après l'écrasement de la Commune de Paris. C'est important, vous voyez, le premier acte de la Commune de Paris. L'Église est séparée de l'État. Cet enfer donc socialo-anarchiste, heureusement confiné depuis sous le sarcophage de la basilique du Sacré-Cœur. C'est en effet la Commune qui fut à la manœuvre pour renouveler, après la constitution civile du clergé en 1790 et le décret de la Convention du 21 février 1795, la séparation de l'Église et de l'État. Mais cette date de 1891 correspond aussi à un centenaire. Le centenaire de l'encyclique Adeo Nota, célèbre, puisque en 1791, c'est l'encyclique qui condamne la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Révolution française. 1791, donc un siècle aussi avant, c'est aussi, comme un fait exprès, la date de la loi Le Chapelier, que nous connaissons bien, nous, dans le monde syndical, puisque c'est la loi qui supprima les corporations pour faire en sorte que le travail soit libre et inaugurer ce qu'on appellera l'histoire du capitalisme. Donc, Rerum Novarum, l'encyclique de 1891, va justement condamner la fermeture des corporations et appeler au retour des corporations médiévales. C'est-à-dire les métiers, vous voyez, comme les compagnons, hein, c'est ça, les corporations, où les patrons, les maîtres et les disciples étaient dans un même bateau, avaient donc les mêmes intérêts, le même bien, qu'on appellera le bien commun. Ces deux encycliques donc, ont un point commun, paraît-il, et un inspirateur commun, que l'exégèse ou le commentaire reconnaît comme le père de la justice sociale, j'ai nommé le père de la subsidiarité, en somme le père de la doctrine sociale de l'Église, Prospero, qui était son petit prénom, qu'il a changé en Luigi, quand il est entré dans la compagnie de Jésus, au nom de saint Aloysius, donc Luigi Taparelli d'Azeglio, que voici. Né en 1793 et mort en 1862. Citons par exemple Thomas Baer. Alors où es-tu? Thomas Baer, qui est un des récents philosophes, penseurs, historiens, à avoir écrit sur Taparelli. Ça vient directement des États-Unis. Et un autre, seulement un autre, a écrit sur lui. C'est donc 2019, quand même, c'est récent, hein, et 2017. On en reparle juste après. Donc citons Thomas Baer, page 18 de son ouvrage, donc Social Justice and Subsidiarity, Luigi Taparelli and the Origins of Modern Catholic Social Thought. Les idées de Taparelli, telles qu'elles seront développées de 1820 aux années 1850, prises dans le cours dramatique des événements politiques, furent influentes sur le pontificat de Pie IX et devinrent un pilier de la doctrine sociale de l'Église avec le pontificat de Léon XIII et la publication de ces deux encycliques. En 1879, et alors les deux encycliques Aeterni Patris, en 1879, on en reparlera, et la Magna Carta, hein, de la DSE moderne, Rerum Novarum. Citons maintenant, comme je vous le disais, Jean-Paulin Bida-Ngono, qui a écrit sur Taparelli et Rosmini, un autre philosophe italien de la même époque. La tentation ici est d'affirmer la paternité de Taparelli sur le concept de justice sociale. D'abord, parce qu'il n'en est pas sorti de thèse contraire. On verra après ce soir. Alors pourquoi et comment cette paternité, quand on sait que, donc Rerum Novarum c'est 1891 et Taparelli est mort en 1862, donc presque 30 ans d'écart. Qu'est-ce qui fait que c'est lui le père des encycliques, d'une certaine façon? Juste une petite trace biographique. Donc il est recteur
très vite, assez jeune, de la maison d'études jésuites à Rome en 1824, dit collège romain, qui devint plus tard l'université grégorienne. Taparelli forme dans cette maison, dès 1827, si ce n'est avant, un groupe clandestin d'études des travaux de saint Thomas d'Aquin. Pourquoi clandestin? Je répondrai à la question si vous me la posez plus tard. Le théologien philosophe, donc, saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, s'était évertué à réconcilier la raison et la foi, à la condition de faire de la première un marchepied pour la seconde. Et ce, à partir d'une reprise de celui qu'on nommait le philosophe, à l'époque, à savoir le philosophe grec antique païen, Aristote. C'est dans ce cercle clandestin, organisé donc par Taparelli, qu'il fait la connaissance d'un jeune de 17 ans, Vincenzo Gioacchino Pecci, futur Léon XIII. On trouve également, présent dans ce groupe, un disciple de Taparelli, le père Matteo Liberatore, très important comme on va le voir par la suite, qui va collaborer à l'écriture de Aeterni Patris, l'encyclique de 1879, et dont on dit qu'elle est un pur copier-coller de la pensée de Taparelli. Il sera aussi, ce Liberatore, la première plume de Rerum Novarum, qui aura 4 plumes. Dans l'encyclique Aeterni Patris, Léon XIII exhorte les chrétiens, je cite, à rétablir et à propager le plus possible la sagesse d'or de saint Thomas. Ce moment inaugural sera clos par la consécration en 1917, donc vous voyez qu'il a fallu le temps, du code de droit canonique qui déclare la philosophie de Thomas comme la philosophie officielle de l'Église catholique. Mais ça a commencé par du clandestin. Il aura donc fallu un siècle pour passer de la clandestinité avec Taparelli à la consécration pontificale. On ne s'étonnera donc plus que saint Thomas soit cité explicitement 4 fois en référence sous la plume de Pie XI dans Quadragesimo Anno, l'encyclique du 40e anniversaire de Rerum Novarum. En effet, le jeune clérical Ambrogio Damiano Achille Ratti, entraîné par les collègues néo-thomistes de Léon XIII à Rome, a été directement influencé par les écrits de Taparelli. Ce jeune clérical deviendra Pie XI en 1922 et ira même jusqu'à recommander l'étude de Taparelli dans son encyclique Divinis Ilius Magistri en 29, ce qui est très rare dans une encyclique. Il n'a jamais été canonisé, Taparelli. Tâchons donc de rendre justice, c'est-à-dire son dû, à Luigi Taparelli d'Azeglio. Alors, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Il a écrit le Saggio Teoretico di Diritto Naturale appoggiato sul fatto. De 1840 à 1843, à Palerme, il est un petit peu balancé en exil à cause de ses histoires thomistes, justement. Il va y rester quand même 17 ans là-bas. Il va écrire donc ça veut dire quoi? Essai théorique de droit naturel reposant appoggiato sul fatto, non pas sul fatti, sur les faits, mais sur le fait. Bizarre comme formulation. C'est une œuvre de 1733 pages. J'ai fait une fiche de lecture, je vais bien faire ça, pour arriver à la fin et voir qu'il y avait un résumé. Je suis content. Epilogo ragionato, donc un épisode rationnel, un épilogue rationnel. Bon, mais enfin, je préfère ma fiche de lecture finalement. Donc c'est un essai théorique, parce qu'à prétention philosophique, c'est ça qui m'a intéressé, puisque je suis enseignant de philosophie, et que ça a vraiment la tête de l'éthique de Spinoza, comme vous allez voir quelques extraits tout à l'heure. Mais à la différence des philosophes dits des Lumières, cette théorie-là, elle est basée sur le fait, ou confirmée par le fait. Il y a toujours un rapport entre la théorie et le fait, pour lui. Cet élément est fondamental parce qu'il emprunte sa méthode à, attention, l'illémorphisme. Alors ça, c'est le Saggio. L'illémorphisme, peut-être c'est la première fois que vous voyez ce terme, mais c'est assez classique pour les profs de philo. C'est un concept aristotélicien. Uler la matière, morpher la forme, réunion de la matière et de la forme dans la philosophie aristotélicienne. Reprise par saint Thomas d'Aquin, mais évidemment avec des intentions très catholiques. Très catholiques. L'illémorphisme est au cœur de la philosophie aristotélicienne, puis ensuite thomiste. C'est dire que le droit naturel, donc, qui est l'objet de l'essai, diritto naturale, ne sera pas une abstraction, un fantasme propre à des Grotius, des Hobbes, des Pufendorf, ou
le sophiste de Genève, comme il l'appelle, mais la réalité du droit exprimant la loi naturelle que vous avez lu tout à l'heure. La réalité du droit exprimant la loi naturelle. Je dois vous dire que, je fais une petite parenthèse, j'enseigne le droit naturel et j'ai été militant même dans ce domaine pendant des années. Quand j'ai commencé à lire Taparelli, je ne comprenais rien à ce que je disais. Il n'arrêtait pas de parler de droit naturel, je ne comprenais pas ce que je disais. Je ne savais pas de quoi il parlait. C'est pour ça que je vais continuer à étudier tout ça. Je vous expliquerai pourquoi. Donc il s'agit d'un essai délivrant les fondements métaphysiques et les origines naturelles du droit à l'œuvre en société. De la société domestique, c'est-à-dire la famille, jusqu'à la nation et la nation des nations. Il faut en fait tout remettre sur ses pieds, selon lui, parce que tout a été renversé, détrôné. Il faut tout reprendre dès les fondements, qui, contrairement aux prétentions de Rousseau, ne sont pas à distinguer des origines, discours sur l'origine et les fondements des inégalités parmi les hommes, et obéir à ce principe qui veut que, alors on peut le dire en latin, ex falso sequitur quod libet, c'est-à-dire du faux résulte n'importe quoi, mais Thomas Baer le dit de cette façon. De fausses prémices conduisent à un diagnostic tordu et des prescriptions pernicieuses. Et je suis bien d'accord avec lui. Donc, puisqu'on s'est amusé à retourner au fondement et à chercher l'origine, et puisque c'est aussi le travail de Taparelli, eh bien, on va jouer au même jeu. On va chercher le fondement et l'origine de la maldonne. Or, le fondement de tout le mal, selon ce jésuite, hein, je rappelle que c'est SJ, quand vous voyez SJ sur un document, c'est-à-dire Société de Jésus, c'est les anciens jésuites. Ce jésuite, pour lui, considère que le fondement de tout le mal, ou le double cancer, qu'est d'un côté le libéralisme, tant politique avec la démocratie, qu'économique avec le capitalisme. Et de l'autre côté, le socialisme, avec le communisme, comme il le dit de nombreuses fois dans un autre ouvrage, Esame Critico, donc examen critique des gouvernements représentatifs modernes. C'est la pensée hétérodoxe qui est l'ennemi. La pensée hétérodoxe, c'est la réforme. C'est Luther. C'est le mensonge de la liberté de conscience, de la liberté individuelle. Alors que c'est tout le contraire qui est vrai. Les hommes ne naissent pas libres, comme le racontent les Rousseau, et les Hobbes, et les Locke, et les Pufendorf, mais totalement dépendants. Tout le monde le sait. Des soins d'une famille, notamment. Deuxièmement, ils ne naissent pas libres et égaux, comme le raconte Cézanne, mais totalement inégaux en aptitude. Et troisièmement, ça c'est le coup de maître, s'ils sont égaux dans l'espèce, ils sont inégaux dans l'individu. C'est pourtant sur l'inversion de ces saines vérités que l'on s'est fondé pour renverser les sociétés monarchiques, organiques et harmoniques. Les hommes sont immédiatement en société pour Taparelli. Ils ne proviennent pas d'un état asocial dit de nature. Au contraire, la loi naturelle a voulu pour eux leur communauté dès la naissance, afin que de la nécessaire association de leurs impuissances individuelles, de la complémentarité de leurs différences, compétences, jaillissent les moyens des fins qu'ils visent. De même qu'un être humain a besoin d'une famille, une famille a besoin d'autres familles pour former des associations propres à rejoindre des fins plus hautes que les seules fins qui pouvaient viser la famille. Et ces associations, ou consorti, peuvent ou doivent à leur tour s'associer pour former la société entière. À la fin, rien n'empêche de considérer, et peut-être est-ce même nécessaire, une société des sociétés, ou ce que Taparelli appelle ethnarchie. Paragraphe 1362. Pour mieux distinguer la société internationale qui repose sur les faits naturels, je lui donnerai le nom d'ethnarchie. Tandis que j'appellerai les autres sociétés internationales, confédération, union, etc. Chacune des sociétés existe en vertu de sa fin. Donc d'une part, il ne faut pas que les fins puissent entrer en conflit entre les diverses sociétés. L'autorité revenant à la fin suprême, c'est-à-dire au bien commun, concept de saint Thomas d'Aquin. Mais il ne faut pas non plus que les moyens d'en haut écrasent les initiatives d'en bas. Voyez ce qu'écrit le père Pichot, traducteur de l'examen critique, et ça m'écrit en 1896 dans sa préface. S'il appartient au gouvernement de faire des lois générales, de promouvoir le bien commun, de défendre les droits de tous,
Il ne doit point d'ordinaire agir directement dans les sphères propres et respectives des organismes inférieurs de la société. Pas plus que dans le corps humain, le cerveau ne doit revendiquer pour lui les fonctions propres des yeux, de la poitrine, du cœur. Sans doute, les organes du corps social doivent être subordonnés au pouvoir supérieur, au gouvernement politique, mais non point en ce sens que celui-ci, par des monopoles et par une centralisation indéfinie, viennent introduire des rouages embarrassants ou plutôt projeter ces multiples sussoirs dans la famille, dans la commune, dans l'enseignement, dans le commerce, et par là les épuiser et les dénaturer. Quel être repoussant, dit Taparelli, qu'un homme qui ne serait pour ainsi dire qu'en tête les autres membres ayant été épuisés et atrophiés au profit du cerveau. Donc, il faut donc penser et organiser les droits et devoirs de ces communautés multiples et imbriquer. C'est ce que Taparelli appelle, oui, vous n'avez jamais vu ce mot, droit hypotatique. Hypotatico. Qu'on a traduit depuis en français, parce qu'en anglais c'est hypotactico, donc en français maintenant on le traduit hypotactique. En tout cas, Jacquin, dans un ouvrage, je ne l'ai pas amené, Miscellanea Taparelli, un bouquin de 1964, c'est-à-dire le centenaire de la mort de Taparelli, il y a un pavé qui est sorti avec quelques articles en français, la plupart en allemand, et là, Jacquin écrit un texte où il écrit hypotactique, mais sinon on a toujours traduit, ils ont traduit hypotatique. Qu'est-ce que c'est? On va le voir. Alors, on résume et on avance. La société des sociétés, vous vous souvenez comment on l'appelle? Ethnarchie. C'est une polyarchie. D'accord? Puisque chaque société ayant son pouvoir, c'est plusieurs pouvoirs. La société-nation elle-même, celle qui est tout en haut, c'est la première, on va l'appeler la protarchie. Enfin, c'est pas moi, hein, c'est Taparelli. Et les sociétés subordonnées jusqu'à la famille de cette protarchie, on va les appeler, comme elles sont en deuxième, c'est affreux, hein, les deutarchies. Deutarchie. Toutes sont des consorti, donc des consortiums, si vous voulez. Depuis le premier consortio, la famille. Surtout pas l'individu libéral qui court les frisettes au vent dans le jardin de l'état de nature. Non, c'est la famille, le premier. Donc c'est déjà une société, avec des règles et une autorité. L'unité du tout doit respecter l'unité des parties, et l'unité des parties ne doit pas être facteur de division du tout. Voilà, ça c'est toujours répété sans cesse. Et à lire Thomas Baer, page 186, en traduction libre, parce qu'il explora de nouveaux territoires, Taparelli forgea une foule de nouveaux termes. Consortio est le terme générique pour tous les niveaux d'association, composés soit d'individus, soit d'autres associations. Les deutarchies sont les associations établies pour des fins pratiques limitées et se tiennent dans une relation de subsidiarité avec des consortii plus parfaits, plus complets, ou en relation avec des États ou des sociétés politiques indépendants et souverains, appelés protarchies. Enfin, les relations qui gouvernent toutes ces sociétés sont ce qu'en italien Taparelli appelle dritto ipotatico, qui n'est autre que la subsidiarité donc de la doctrine sociale de l'Église. Voilà la thèse et les thèses défendues par, donc celui-ci travaille à Saint-Louis, celui-ci travaille en Afrique, mais c'est un prêtre, celui-ci travaille à Saint-Louis, l'université Saint-Louis catholique. Je n'ai pas trouvé un seul laïc QE qui est écrit sur Taparelli. Partout où on cherche, on trouve des gens qui en font l'apologie, mais ce sont tous des militants catholiques. Donc c'est certainement la première fois qu'on parle de Taparelli par un laïc et non pas laïc avec un C. On va voir la différence avec l'importance, c'est d'ailleurs affreux que les termes sont aussi semblables. Donc il y a Maldon, et je vais essayer de vous le montrer. D'abord par ce fameux concept de subsidiarité que vous n'avez pas encore vu apparaître. On n'en a pas parlé, sinon on a vu quoi? Ethnarchie, protarchie, hypotatique, etc. Alors, la subsidiarité, ça vient d'où? Parce qu'on sait où c'est arrivé, hein, depuis Maastricht, mais et depuis. Ça vient de... c'est d'abord, vous le savez, un pilier de la doctrine sociale de l'Église,
Mais il faudra beaucoup de temps avant qu'il soit admis ce concept de subsidiarité par l'épiscopat. Si on en trouve l'esprit dans certains passages de Rerum Novarum, je ne vous ai pas fait l'offense de vous les mettre à les lire, etc. En effet, le concept existe, mais il n'est pas nommé. On le trouve surtout, et pas du tout, vous allez voir, c'est très bizarre. Dans Quadragesimo Anno, c'est la première fois qu'on en entend parler sans en entendre parler. Voilà ce qu'on y trouve. En italien, puisqu'il y a eu 4 traductions le même jour, le 15 mai. Et ensuite, d'autres traductions sont arrivées après. Voilà ce qu'on trouve en italien. Principio della funzione suppletiva dell'attività sociale. En anglais. The principle of subsidiary function. Fonction subsidiaire. On n'entend toujours pas subsidiarité. En espagnol. Principio de función subsidiaria. En latin. Salvator aut subsidiari officii principio. Puis suivront d'autres traductions. Alors je vous laisse lire le portugais. Hein. Encore fonction supplétive. Hein. Et en français, voilà ce qu'il y a dans le texte de 1931. Principe de la fonction supplétive de toute collectivité. Donc aussitôt que on passe à une collectivité plus grande que sa propre collectivité, par exemple sa famille, cette collectivité plus grande est supplétive. Alors, on va essayer de savoir ce que ça veut dire. Puis, il y a un gars, un Allemand, qui justement a participé à l'écriture de Quadragesimo Anno, qui a traduit ça. Principes der Subsidiarität. C'est la première fois qu'on voit apparaître le terme, mais dans une traduction allemande d'un des rédacteurs de l'encyclique. Alors si on lit Thomas Baer, l'auteur de ce bouquin qu'il a entre les mains, je cite, traduction libre, l'étymologie de subsidiarité, sub, en dessous, cdo, assis, évoque une aide, subsidium, de bas en haut, en apportant de l'aide au groupe plus large dans sa poursuite du bien commun. Mais subsidiaire n'est pas du tout la formulation choisie par Taparelli, vous l'avez vu. C'est plutôt sa reformulation, selon lui, par Wilhelm Emanuel von Ketteler, prêtre très connu, très célèbre, pour tout le travail qu'il a fait contre la politique de Bismarck contre l'épiscopat, et qui, en 1873, écrit ce texte. Alors, c'est écrit à l'ancienne, hein, et il écrit Dagegen ist es Achter Absolutismus eine wahre Geistes- und Seelennächtung, wenn der Staat dieses, ich möchte sagen, subsidiäre Recht missbraucht. On traduira par ce serait un absolutisme dur, un véritable esclavage de l'esprit et des âmes si l'État abusait de ce que j'appelle le droit subsidiaire. Donc 1873, le droit subsidiaire, l'expression existe. Et ce sera pour Thomas Baer, comme pour d'autres, on va le voir, le point de départ véritablement de l'usage de subsidiaire avec le mot droit. Continuons avec Baer. La formulation choisie par Taparelli est cependant hypotatique. L'adjectif hypotatique a deux sens, à la fois grammatical et militaire. Il réfère à ce qui est nécessairement placé après dans la phrase, les postpositions d'une phrase. Il renvoie aussi aux voyelles qui doivent être secondes dans une diphtongue. Dans ce cas, on parle en linguistique d'hypotaxe. L'hypotaxe relative à l'organisation militaire pointe vers les troupes militaires, par exemple grecques, convoquées en support ou à la suite de la phalange. Le droit hypotatique, je cite toujours Baer, convient que le tout ne peut, même conceptuellement, être prioritaire sur les parties. Le tout ne peut pas être prioritaire sur les sociétés subordonnées. Lecture de Thomas Baer, de Taparelli. Les parties et le tout sont mutuellement attachés par la loi naturelle des relations sociales, comme les parties de discours dans une phrase, et sans lesquelles la phrase, en tant que tout, serait dénuée de sens. Fin de citation. Mon objectif est de montrer qu'une lecture attentive de Taparelli conduit à des conclusions opposées. Que la consonance même entre hypotatica et hypostatica en italien, ou hypostatique en français, non seulement n'est pas hasardeuse, mais encore nous renseigne sur le sens de ce nouveau concept. L'hypostase, en philosophie comme dans la théologie chrétienne, est un principe d'individuation de l'essence. Un principe descendant, non pas montant.
C'est par exemple par hypostase que Dieu s'est fait chair individuelle. Enfin, si hypotatique est un nouveau concept, c'est vrai, il est la copie d'un autre. Voilà donc mon hypothèse. Ce n'est pas subsidiaire qui fut une copie en 1873 de hypotatique, mais hypotatique qui fut une copie de subsidiaire. Donc je dis qu'il existait du subsidiaire avant Taparelli. Prouve-le. Alors commençons par le commencement sur ceux qui ont vraiment travaillé la notion de subsidiarité. Je veux nommer un homme que je n'ai pas amené, mais heureusement j'ai sa bouille. Il s'agit de Julien Baroche, qui a donc édité une maître de conférence à Sciences Po Lyon et qui a publié chez Dalloz une thèse sous le titre État, libéralisme et christianisme, critique de la subsidiarité européenne. C'est un travail époustouflant que je suis en train de lire, en qualité et en abondance. Il y a quand même 259 pages de bibliographie, et c'est vraiment de la bibliographie lue et commentée. Cette thèse situe dans le texte de Son Seigneur Ketteler, que nous avons déjà croisé, l'origine de l'usage catholique de droit subsidiaire, donc dans le texte que vous avez vu tout à l'heure de 1873, subsidier le Reich. Ketteler aurait-il donc, en 73, donc 11 ans après la mort de Taparelli, aurait-il latinisé le grec hypotatique pour dissimuler son emprunt? Possible. Il a traîné à Rome à l'époque où Taparelli traînait aussi à Rome. Alors, la réponse vient de Arthur Joyeux, qui est aussi professeur, maître de conférence en sciences du langage à l'Université de Bourgogne. Et il répond en partie seulement à la thèse de Baroche. Sa thèse de recherche, que j'ai lue en ligne, magnifique, qui fait 1000 pages aussi, poursuit à son tour la trace du syntagme principe de subsidiarité ou droit subsidiaire. Citons la thèse de Joyeux, page 342. Nous avons retrouvé des centaines d'occurrences du subsidiaire Recht et nous nous sommes arrêtés à 1750. Nous soutenons qu'il faut voir dans la philosophie juridique de Savigny, on va voir qui c'est, la première source de la subsidiarité. Les résultats de la recherche de Joyeux sont en effet sans appel. Je ne les commente pas, je ne vous en montre pas, il y en a des dizaines dans sa thèse. Les occurrences sont là. Subsidiaire n'est pas postérieur, mais antérieur à hypotatico. Avec Savigny, donc Friedrich Karl von Savigny, subsidiaire Recht s'étend au domaine de la philosophie politique et devient non plus seulement un concept juridique, ce qu'il était jusque-là, mais aussi et surtout un mot d'ordre politique. Sous sa plume, le droit subsidiaire n'est plus une catégorie juridique descriptive, elle ne désigne plus exclusivement le romanisches Recht, le droit romain, droit commun de l'Empire allemand à l'époque, mais devient une notion à usage politique. Une des premières formes attestées de ce syntagme, droit subsidiaire, chez Savigny, se trouve donc dans Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, c'est-à-dire de l'appel de notre temps pour une législation et une science du droit, 1814. Cet ouvrage est reconnu comme étant le manifeste de ce dont il est le père, l'école historique du droit. Tout ça est lié. Nous reproduisons ci-dessous une numérisation de l'édition originale de 1814. Vous trouvez Subsidiarisches Recht, Subsidiarischen Rechte und Gesetze treten. C'est pas tout. Notez même que dès 1809, on désigne déjà dans le corpus juris civilis romain, à l'instar du code prussien, le droit romain est pour la Grande Allemagne, l'Allemagne tout entière, et la législation prussienne pour l'État prussien seulement comme législation subsidiaire. 1809. Bon, pas besoin de multiplier les exemples, c'est bon. Ketteler n'est pas l'inventeur, en 1873, de subsidiarisme. Alors, Taparelli non plus. Et il aurait dissimulé en 1840 à Palerme, à l'inverse donc de ce que pense
Beer, sous un simulacre hellénique, ce qui existait dès 1814 chez Savigny? Peut-être. Mais bon, Taparelli lit le français en direct, l'anglais, le latin, le grec, et même l'espagnol, puisqu'il avait projeté de traduire la Philosophia Fundamentale de Balmès. Mais aucune référence dans le Saggio en allemand. Alors la question qu'on va tous se poser, c'est: y a-t-il du droit subsidiaire en Italie? Oui. Il y a du droit subsidiaire en Italie avant Taparelli. Et on le trouve fréquemment sous la plume d'un juriste, constitutionnaliste, philosophe et scientifique. Allez, rien que ça. Qui, comme par hasard, est régulièrement cité par Taparelli, Gian Domenico Romagnosi, mort en 1835, après une vie pas simple, à la fois glorieuse et très très... c'est bien fait emmerder, oui. Bon, on en reparlera plus avant si vous voulez. Il est même une véritable obsession, hein, ce gars-là, pour notre jésuite. Pour se donner une idée de la récurrence de son nom dans le Saggio, j'ai pris plusieurs auteurs, je suis allé chercher les occurrences, et voilà ce que ça donne. Rosmini, avec qui pourtant il avait un dialogue, hein, une fois, Gioia 10, Hobbes 15, Romagnosi 151 fois cité. Et vous allez voir qu'il n'est pas cité n'importe où, il est cité à des endroits particuliers. L'usage de suicidiare, puisqu'on se posait la question de savoir si subsidiaire existait en italien. L'usage de suicidiare en italien est d'abord limité au droit privé, sur le droit des contrats et des transactions. Et son sens est clairement établi. La structure de base est souveraine quant à ses fins et à ses moyens, et quand elle n'y arrive plus, elle peut faire la saisine d'une structure secondaire, subsidiaire. Cette structure est du reste supérieure, plus large. Quelques exemples d'occurrence, j'en avais prévu 27, j'en ai mis 3. D'accord. Avec dans Introduzione allo studio del diritto pubblico universale, une des œuvres, il y a 20 œuvres de 1000 pages, aucune traduite en français. Et vous allez voir l'importance du bonhomme. Donc le fait qu'il ait disparu dans les sables intéresse aussi beaucoup. Donc c'est des extraits de l'œuvre de Romagnosi. Le concours de la communauté doit véritablement être considéré comme purement subsidiaire. Ça colle avec l'idée qu'on se fait de subsidiaire première mouture, on est d'accord? Le premier est absolu, le second alors est la commune proprement dit qui est secondaire, subsidiaire, ça colle. Toujours premier sens, celui qu'on croit connaître. S'ils ne sont pas pour les hommes les moyens principaux et directs de leur mieux-être, ils sont cependant des moyens subsidiaires et indirects. Mezzi sussidiari et indiretti. Toujours, ça colle. Page grossière, comptez 144 occurrences de subsidiaire dans l'œuvre de Romagnosi. Notre hypothèse est que Taparelli en a inversé l'usage. Est-ce que vous êtes prêts à entrer dans le saggio teoretico? Parce que je vois que vous êtes en forme là. J'ai pris combien de temps là? On a démarré à quelle heure? Donc le saggio, il n'aurait que quelques pages, hein, beaucoup moins que ce que j'ai pu avaler. Le fameux chapitre 6 de livre 3, degré de subordination entre les sociétés diverses ou droit hypothétique. Première fois qu'on voit le mot, c'est pas traduit par les traducteurs initiaux. Il a fallu que j'aille voir l'italien pour me rendre compte que un certain père Onclair et des jésuites belges, j'ai découvert ça grâce au bouquin que m'a mis Laurent Queux il y a 2 semaines, je ne savais pas qui avait traduit le Saggio. Eh bien, ils ont oublié certaines choses, vous allez voir, certaines choses qui peuvent être importantes. Donc, article 1, nature des sociétés subordonnées, et dès le premier paragraphe, le paragraphe 685, est abordée la notion de droit hypothétique. Et hop, Romagnosi, premier paragraphe où on parle de droit hypothétique, c'est un hasard. Au paragraphe suivant, le 686, on voit arriver le concept de consortio et les consorti. Mais bon, c'est un concept initial, créé par Taparelli. Et la suite est assez intéressante, mais justement, pour ce qui n'est pas traduit. Alors, là, évidemment, ceux qui sont loin, c'est plus compliqué. C'est le fameux paragraphe 688, et c'est une merveille. Hein.
Et voyez ça, on ne peut pas comparer l'union d'individus avec une société, parce que entre quelques pièces de chair étalées dans une boucherie et le corps parfaitement organisé d'un animal, mais désolé, il n'y a pas comparaison. Encore cette métaphore organiciste qui est toujours à l'œuvre. Et il y a plusieurs notes. Alors vous en voyez une ici, qui renvoie à une note, sauf qu'il y en a trois, pas une. Et une de ces trois notes, c'est celle-ci. Qu'on ne nous impute pas la nouveauté du mot, hypotatico. Il est nécessaire de déterminer ce type de relation sociale puisque le mot subordination est utilisé indistinctement pour toute dépendance ordonnée. L'ajout de social, drito, hypotatico, ne déterminerait pas clairement le sujet puisque la subordination sociale exprime aussi la dépendance des sociétés les unes par rapport aux autres et des individus par rapport à la société. Ça, c'est la première note, qui n'a pas été traduite. Quand même. Deuxième note. Ah, ben, elle parle de qui? Romagnosi. Qui, dans un texte, page 541, que j'ai retrouvé, merci Google Books, dit en effet que dans un État, les choses et les communes ne sont pas abolies dès lors que, c'est-à-dire les petites structures ne sont pas abolies dès lors qu'il y en a une grande, et donc, peut-être qu'il lui-même avait traité un peu ce genre de questions. Voyons encore le paragraphe 694. La société subordonnée doit conserver sa propre unité de manière à rester unie à la société générale, et celle-ci doit travailler à son unité propre de manière à ne pas détruire l'unité des sociétés subordonnées. Donc vous avez entendu ça depuis qu'on a commencé ce soir. C'est toujours le même refrain. Ou le paragraphe 701. L'unité de l'association subordonnée vient du besoin qu'elle a d'une assistance, d'une direction immédiate et de l'impossibilité où se trouve l'autorité suprême de descendre aux plus minutieux détails. Cette unité consiste en ce que les membres de l'association sont dirigés vers une fin particulière. Une bodega n'a pas la finalité d'un État. Mais bon, ils ne pensent pas à une bodega. Cette unité consiste en ce que les membres de l'association donc sont dirigés vers une fin particulière par une autorité proportionnelle à cette association. Le tout, devant veiller à la conservation de la partie, doit faire en sorte que celle-ci puisse parvenir à sa fin spéciale, sous la direction d'une autorité particulière. Et comme l'action d'un être qui n'est pas contraint par une cause extrinsèque n'est pas autre chose que la liberté, la première perfection de ce genre de société sera la liberté des associations partielles. Voilà la dernière fois que vous verrez vraiment parler de liberté dans l'esprit d'une subsidiarité, c'est-à-dire fous-moi la paix, et si vraiment je ne peux pas, je te demanderai de l'aide dessus. Mais d'abord, fous-moi la paix. Aide-toi, c'est ça la subsidiarité, en principe. Aide-toi, le ciel t'aidera. Parce que dès le paragraphe 702, les choses changent. Donc là, on change complètement, vous allez le constater vous-même. Voilà ce qu'on lit à partir du paragraphe 702. Cette liberté ne peut jamais être entière. La partie participe à l'action du tout, elle dépend du tout dans sa propre action. Tiens, déjà, ça te surprend. Celui qui est mu dans son action par une cause extérieure n'est pas entièrement libre. L'association partielle participe à la liberté de la société générale. Mais c'est pas ce qu'on a lu par la 701. Mais elle perd quelque chose de la liberté qui lui est propre. Oui, on avait compris. Donc la première loi de ces associations veut que la liberté soit laissée par le tout à la partie. Et que, de son côté, la partie concourt volontairement à l'action du tout. Tu es libre d'obéir. Paragraphe 703. C'est l'autorité commune qui seule connaît parfaitement le bien. Elle seule aussi doit le faire connaître. Oui, on voit où ça peut nous conduire. Paragraphe 705. L'action du pouvoir suprême, pour être plus efficace et plus douce, doit se faire sentir aux inférieurs par l'intermédiaire des autorités subordonnées. Ça, c'est le leitmotiv. Surtout pas qu'on envoie des fonctionnaires faire le boulot. C'est multiples sussoirs. Il faut que chaque autorité subordonnée fasse le boulot. Donc on en reparlera tout à l'heure. L'autorité inférieure est l'instrument nécessaire de l'autorité supérieure qui définit le bien commun pour tous. Et enfin, donc première déduction, 714, là vous avez tout, ou presque. Voilà les lois qui règlent les sociétés subordonnées. L'autorité particulière doit pourvoir librement. Doit librement, d'accord, au bien de la société. Qu'elle doit recevoir de l'autorité suprême et communiquer à ses inférieurs la direction qui les doit conduire au bien commun. Donc même la finalité, elle n'a pas la main dessus. Qu'elle doit être ramenée à l'ordre par le pouvoir supérieur toutes les fois qu'elle s'en écarte. Qu'elle remplace le pouvoir suprême quand celui-ci vient à disparaître, et qu'elle doit empêcher que la société ne soit livrée à l'anarchie. L'idée, c'est que quand l'État
s'effondre, comme l'État italien, qui n'était pas encore né avant le Risorgimento l'était, il y a toujours le Piémont, Venise, etc., qui peuvent s'en sortir entre eux. À la fin du Saggio, il y a, donc je vous l'avais dit, l'Epilogo ragionato, et avec ses corollaires. Là, il y a le résumé de la situation. Dans toute grande société, un système d'association subordonnée est inévitable. Il est absolument nécessaire que les diverses fins particulières des associés soient subordonnées à la fin générale et qu'il y ait divers supérieurs chargés de faire atteindre aux associés ces fins particulières. Ce droit d'établir une subordination nécessaire, nous l'avons appelé droit hypotatique. Je ne sais pas si vous le sentez comme moi, mais c'est l'inverse de la subsidiarité. Pourquoi? Quel fondement a cette origine? Quel fondement a ce maquillage de subsidiaire en hypotatique? À mon sens, il y en a deux. Un d'ordre théorique, l'autre d'ordre pratique. Problème pratique. Le principe de subsidiarité est un principe statophobique, qui est l'État. Qui est l'État, l'Empire, ils en sortent à peine. Et ouane de tout empire ou autorité administrative sécularisée qui viendrait partout avec ses codes juridiques, ses fonctionnaires, ses multiples sussoirs, détruire les congrégations, les sociétés de secours mutuels, les évêchés, les paroisses, qui se mêleraient de ce dont ils n'ont pas à se mêler, quoi. Et tout ça avec une réminiscence très récente de l'enfer codificateur napoléonien. Et comme un fait exprès, devinez quoi? Gian Domenico Romagnosi, notre copain là, a écrit le code pénal italien pendant l'occupation napoléonienne. Il a contribué avec les autres codes à envisager une Italie une, ce qui fait de lui un des pères du Risorgimento. Le problème n'est pas seulement pratique, le problème est aussi théorique. Et ça, j'ai mis du temps avant de le saisir, mais en fait c'était sous mes yeux. C'est bien beau de défendre en gros, avec les expressions qu'on a entendues ici ou là, le local contre le global. Puisque c'est ça, hein. Mais si, comme il se doit selon la providence divine, l'Église reprend la main, on ne peut pas non plus avoir défendu l'idée que la main doit être à ceux qui sont en bas contre ceux qui sont en haut, si l'Église revient en haut. Si elle redevient, comme il se doit, obédiente, hégémonique, absolue, alors il faut qu'elle puisse légiférer et imposer le tout à la partie, le bien commun aux fins particulières. C'est ce que vous venez de dire. Il faut donc anticiper sur la relative liberté des associations subordonnées. Le droit hypotatique est précisément l'outillage destiné à réaliser ce fragile équilibre. Enfin, c'est quand même compliqué de résoudre cette contradiction intime entre de haut en bas, de bas en haut et les deux à la fois. Oui, on va voir mes hypothèses. Selon que la finalité vient d'en haut ou d'en bas, c'est pas du tout la même chose. Soit la finalité vient d'en bas et les moyens viennent d'en haut. J'espère que vous n'êtes pas totalement cramé. Hein. Soit la finalité vient d'en bas et les moyens viennent d'en bas. Soit la finalité vient d'en haut et les moyens viennent d'en haut. Et soit la finalité vient d'en haut et les moyens doivent être trouvés en bas. Alors le premier cas, en bas. On a la définition du fédéralisme. Les finalités sont définies en bas et on demande les moyens en haut. C'est une structure montante base en haut. Dans le deuxième cas, finalité en bas, les moyens en bas. C'est l'anarchie. Détestation de l'État, structure anarchique, pas au sens vulgaire, hein, la véritable anarchie. Quand les fins viennent d'en haut et que les moyens sont donnés aussi en haut, c'est la res publica. Et quand la fin est d'en haut et les moyens débrouille-toi en bas, c'est ce qu'on appelle le principe de totalité, où je ne développerai pas sur ce point, je suis en train de travailler dessus, avec une définition alternative à celle de Arendt et d'autres, plutôt proche de celle de Foucault, la notion de totalitarisme revue un petit peu. Alors, je vous amènerai à comprendre pourquoi je parle de totalitarisme ici. Que faut-il entendre par moyen M? Des hommes, des budgets. Que faut-il entendre par fin? Des directives, des ordres, des traités, le bien commun. La doctrine sociale de l'Église a perverti la logique purement inductive
qui monte, statophobique du principe de subsidiarité, pour lui adjoindre et y dissimuler les principes de totalité et d'autorité. De sorte qu'un flou permettant toutes les interprétations, mais surtout celle du plus fort, y est à l'œuvre. Car quel est le meilleur niveau d'intervention, si on y réfléchit? Le niveau subordonné ou le niveau supérieur? Les deux. Non. Qui est prioritaire? La région ou la Commission européenne? Vous voyez cette phrase d'Arthur Joyeux de 2013 sur le principe de subsidiarité et la statophobie. À notre connaissance, jamais la Cour de justice européenne n'a tranché en défaveur de la Commission de Bruxelles. Nietzsche, dans la généalogie de la morale, dissertation 1, chapitre 9, écrivait « L'Église nous répugne, mais non pas son poison ». Ici, on voit que l'État ou la République répugne à Taparelli, mais non pas son poison. Si l'Église dénonce l'absolutisme de l'État, qu'elle repeint d'ailleurs après 1945, nécessairement comme totalitaire, c'est pour mieux dissimuler qu'elle seule est absolue. Principe de totalité, que son pape est infaillible. Je citerai que ce discours de Pie XII aux pèlerins de la CFTC à Rome le 18 septembre 1938. Il y a une grande usurpation. Car s'il y a un régime totalitaire de droit et de fait, c'est le régime de l'Église. Parce que l'homme est la créature du bon Dieu, il est le prix de la rédemption divine, il est le serviteur de Dieu, destiné à vivre pour Dieu ici-bas et avec Dieu au ciel. Et le représentant des idées, des pensées et des droits de Dieu, ce n'est que l'Église. Alors l'Église a vraiment le droit et le devoir de réclamer la totalité de son pouvoir sur les individus. Tout homme, tout entier, appartient à l'Église. Parce que tout entier, il appartient à Dieu. Il n'y a pas de doute sur ce point. Pour qui ne veut pas tout nier, tout refuser, il n'y a pas trop le choix. Donc, s'il y a emprunt et transmutation du travail de Romagnosi, selon moi, c'est parce que ce dernier a réalisé une œuvre colossale sans jamais recourir à aucune hypothèse transcendante. L'Église y est une association comme une autre pour réaliser non pas le bien commun, mais un système de gouvernement équilibré. Je ne vous dis pas tout de suite. C'est pourquoi Taparelli va en quelque sorte planter une croix sur le destin et dans le dos de Romagnosi. Comme les catholiques bretons construisirent leur chapelle sur les tumulus celtes. Il ne le fait pas sans un certain style d'ailleurs, comme vous allez vous en apercevoir. Ce paragraphe m'a pris beaucoup de temps, je suis très fier d'avoir trouvé la source. Dans le dernier volume du Saggio Teoretico, constitué de notes, dans la fameuse note 141 intitulée « Sur le gouvernement municipal », il écrit « Dès le paragraphe 1 de son ouvrage, Romagnosi montre que la famille ne perd point sa nature en entrant dans la tribu ou le municipe. » Et là, il cite son Saggio, 688. C'est ce que j'ai dit, paragraphe 688. L'autorité domestique ne fait que réunir la famille à une société plus étendue. C'est ce que j'ai dit, paragraphe 697. Sans perdre son administration. Quoiqu'elle perde plus ou moins de son indépendance, suivant le plus ou moins de perfection, de force de l'association municipale. On y voit le droit hypotatique appliqué dans ses détails d'une manière si fidèle que le lecteur se refuserait peut-être à croire que je n'avais pas lu un mot de ces opuscules avant de développer ma théorie. J'attache au reste plus d'importance à la vérité qu'à la propriété de mes doctrines. C'est certainement aussi à la vérité que Thomas Baer doit de dissimuler totalement Romagnosi et que Jean-Paulin Mbinda Ngono en parle en changeant son nom, en mettant Romagnosi avec un E. Vous cherchez Romagnosi sur Internet, vous ne trouvez rien. Il n'en existe aucun. Alors pourquoi tant de haine? Selon moi, c'est lié au concept de justice sociale. Alors qu'est-ce qu'elle est pour Taparelli? On a bientôt fini. La réponse se trouve au paragraphe 726 et 727 du... Bon, on ne lit pas tout, hein, on se concentre sur... c'est comme vous voulez. La société est un moyen destiné à venir en aide aux individus et non pas la fin proprement dite que le Créateur s'est proposée. Ok. Elle est, pour me servir une expression de Romagnosi,
un mécanisme auxiliaire. Attention, attention. Macchina di aiuto. Ça veut dire machine d'aide, c'est-à-dire d'assistance. Lors donc qu'on affirme que le bien, je retraduis parce que ce n'était pas traduit comme ça en français, donc j'ai repris le de l'individu doit être subordonné au bien social, on entend parler d'un seul individu, à la limite, t'en sauves un, mais pas tous les autres. Il ne faut pas que ce soit politique, que ce soit charitable. Alors ça, c'est une lutte féroce à l'intérieur des suivistes, et j'en parlerai que sous la force de vos questions, les suivistes de Taparelli, l'école de Liège et l'école d'Angers, l'école de Fribourg, entre les catholiques sociaux et les catholiques libéraux, qui vont donner naissance au concept de solidarité, pour qu'on n'entende plus le mot charité, qui fait partie de la doctrine de la foi. Comment la société peut-elle, dans l'ordre matériel, faciliter à l'homme moral l'obtention de sa félicité naturelle? Irons-nous prétendre qu'elle doit fournir à l'individu oisif une subsistance assurée et une habitation convenable? On va tout de suite voir la note. Telle paraît être l'opinion de Montesquieu, qui me semble préparer ainsi des doctrines du socialisme. L'État doit à tous les citoyens une subsistance assurée, la nourriture, le vêtement convenable et un genre de vie qui ne soit point contraire à la santé. Cette prétention serait injuste ou absurde, car la société, vous voyez voir l'argument, la société n'ayant à son service d'autres bras que ceux des individus, si nous voulions les obliger tous à s'employer en faveur de ce seul membre inerte, ce serait une violation évidente de l'équité naturelle. D'un autre côté, prétendre que la société doit pourvoir à tous les besoins, alors que ses membres demeureraient oisifs, ce serait faire une ridicule abstraction, car la société, qui est une abstraction, serait tenue, dans ce cas, de pourvoir aux besoins des membres qui sont une chose, elle, concrète. Et la société publique, quelle part devra-t-elle prendre dans cette assistance? Son devoir sera de sauvegarder les droits de chacun de ses membres. C'est là sa première obligation. Et ne remplit-elle que celle-là, elle ferait déjà suffisamment en faveur de chaque individu. Nous venons de voir l'exacte définition de la justice sociale chez Taparelli. Soi-disant inventeur du concept de justice sociale, c'est ce que disait Milan Gono. Alors, parce qu'il n'en a pas vu de contradiction. Curieux inventeur qui ne fait que reprendre la définition thomasienne ou thomiste de la justice commutative. Je vais décider, je ne développe pas ce point et je crois que vous pouvez m'en remercier, sauf si vous m'interrogez dessus pendant les questions. C'est un peu serré comme argumentation. Mais je crois que je tiens un truc. Alors, je rappelle Jean-Paulin Mbida Ngono, on va remettre ici. La tentation ici est d'affirmer la paternité de Taparelli sur le concept de justice sociale. En effet, aucun document catholique avant 1840 ne parle de cette notion. Et alors? Non mais goûtez l'argumentation. C'est pas tout, il y a mieux. Ensuite, parce que les encyclopédies et de nombreux auteurs affirment que Taparelli est le premier à l'avoir utilisé. C'est énorme. Alors, bon, on va voir. Combien d'occurrences de Justitia Sociale trouve-t-on chez, comme vous le voyez ici, trouve-t-on chez Taparelli? 5 dans le Saggio volume 1, 14 dans le Saggio volume 2. Combien en trouve-t-on chez Romagnosi? Pas aucune. Si, un peu. 24. Je ne vous montre pas le fichier des occurrences. Je vous épargne ça, mais si vous voulez, je vous le montrerai. Je l'ai. L'expression justice sociale n'est utilisée pour la première fois dans le corpus pontifical que en 1931 dans Quadragesimo Anno. Avant, rien du tout. Et revêt un sens qui n'a pas varié depuis. De Taparelli jusqu'à Jean-Paul II dans Centesimus Annus, ils adorent les anniversaires, on avait dit, Centesimus Annus, 1991, 1891. Au cours de ces dernières années, en particulier, des excès ou des abus assez nombreux ont provoqué des critiques sévères de l'état du bien-être. Alors, il ne veut pas dire l'état-providence, la providence c'est l'état de l'homme. Donc ils disent toujours état du bien-être, que l'on a appelé l'état de l'assistance. Il ne se pas encore l'écrire. Le dysfonctionnement, et les défauts des soutiens publics proviennent d'une conception inappropriée des devoirs spécifiques de l'État.
Dans ce cadre, il convient de respecter également le principe de subsidiarité. Une société d'ordre supérieur ne doit pas intervenir dans la vie interne d'une société d'un ordre inférieur en lui enlevant ses compétences, mais doit plutôt la soutenir en cas de nécessité et l'aider à coordonner son action avec celle des autres éléments qui composent la société en vue du bien commun. Bon, grand classique. En intervenant directement et en privant la société de ses responsabilités, l'état de l'assistance provoque la déperdition des forces humaines, l'hypertrophie des appareils publics, animés par une logique bureaucratique plus que par la préoccupation d'être au service des usagers, avec une croissance énorme des dépenses. On commence à toucher du doigt quelque chose. Poursuivons à tout le moins. Taparelli, alors, il n'est donc pas l'inventeur de justice sociale. Vous n'avez pas voulu que je vous apporte la preuve, mais je l'ai. Alors, quand même, il est bien l'inventeur, comme le dit Thomas Baer, c'est quand même, il l'a dit. Et d'abord parce qu'il n'en est pas ressorti de thèse contraire. Nicolas, juste vient d'où cette citation? Jean-Paul II, Centesimus Annus, 1991, quelques mois avant Maastricht. Alors, est-ce qu'on peut dire que, d'abord parce qu'il n'en est pas ressorti de thèse contraire, que dire des concepts de consortio, ethnarchia, protarchia, donc les concepts taparéliens, par excellence. Je postule qu'ici, encore, nous sommes en face d'un exemple non seulement de néologisation, mais encore d'emprunt et de dévoiement sémantique. On trouve chez Romagnosi protocratia, polycratia, ethnicarchia. Dans le Dell'Indole, le Istituzioni de Civile Philosophia, ossia di Jurisprudentia Teorica, etc. Peu importe les détails. Alors, le simple arché grec est remplacé par le kratos et est devenu kratia en italien. Sera-t-il possible dès lors que le terme de consortio ne soit pas non plus de notre jésuite? Voici les œuvres de Romagnosi, pour quelques-unes d'entre elles, et le nombre d'occurrences de consortio dans l'œuvre de Romagnosi. J'ai pu retrouver 410 occurrences. À ne pister que certaines de ces occurrences dans le Dell'Indole, on comprend que pour Romagnosi, un consortio est une association humaine contractuelle, mais pas la famille. Le pouvoir des consortiums, dit-il, municipaux, les municipes, qui constituent les véritables unités élémentaires d'un État civil. Et ça, c'est insupportable pour un juriste naturaliste comme Taparelli. Alors, que peut-on dire de ce drôle de mot d'autarchia, d'autarchie? Bon, si Taparelli est le père de la doctrine sociale de l'Église, ce n'est pas en tant qu'il offre un matériau conceptuel original, vous l'avez vu, mais en tant qu'il catholicise et dévoie des concepts déjà là. À ma connaissance, le seul concept dont il soit l'auteur, mais ça demande encore des recherches, est celui de deutarchie, qu'il n'emploie avec l'adjectif deutarchique que 30 fois. D'ailleurs, le père Conclair, le premier traducteur, ne le traduira jamais. Il dira toujours société subordonnée à chaque fois qu'il verra ce mot en italien. Mais en revanche, Charles Ozanam, comme on dit, le frère de Frédéric, le béatifié par Jean-Paul II, en 1997, qui a fait la biographie de son frère, Frédéric Ozanam, et qui est le traducteur du Corso Elementare, c'est-à-dire un petit bouquin qui a été fait en 1843 par Taparelli pour résumer à l'usio delle scuole, pour les écoles, pour que ça, c'est un manuel. C'était le saggio teoretico, mais pour les écoles. Et c'est Charles Ozanam qui l'a traduit. Donc lui, il avait vraiment traduit deutarchie pour deutarchia. Mais sinon, il y a quand même en paragraphe 437 du Saggio, on trouve un truc qui a peut-être vous intéresser. Qu'est-ce qu'une deutarchie pour Taparelli? Une société composée d'éléments qui existaient déjà auparavant, qui conservent tout leur être, alors qu'ils soient subdivisés en diverses deutarchies chrétiennes. Tiens, une deutarchie est un diocèse. Alors, la doctrine sociale de l'Église s'élabore après la mort de Taparelli avec ses successeurs. Là, je ne vais pas trop m'appesantir, mais il y a du monde. Ici, vous avez les rédacteurs italiens de Rerum Novarum. Ici, vous avez tous les initiateurs de cette fameuse encyclique sociale sur la condition des ouvriers,
le comte René de la Tour du Pin, Chambly de la Charce, qu'on appelle de la Tour du Pin, qui est fondamental dans toute cette histoire, avec Albert Demain aussi, qui est parlementaire français, et qui sont des militants catholiques. Du côté allemand, avec Ketteler, Pech, Kleutgen, et puis les écoles dont on a déjà parlé, l'Union de Fribourg, le Gaspard Merniot, le cardinal. Et puis pour Quadragesimo Anno, alors là encore, c'est le Königswinterer Kreis. Volnel Breuning, c'est celui qui a écrit la partie 2 de Quadragesimo Anno et qui va traduire par Principes der Subsidiarität, c'est le premier. Et bon, tout cela il y a des Canadiens, des Français qui ont écrit les parties 1 et 3. Quant à Pie XI, il a écrit que les paragraphes 91 et 95 parlant du corporatisme mussolinien. C'est intéressant, qu'est-ce qu'il a pu dire? On va voir. Donc, cette doctrine élaborera finalement deux concepts, le corporatisme, qui ne s'y trouve plus, on va voir pourquoi, et la subsidiarité. Donc, qu'est-ce que le corporatisme? Malgré ce que peut en dire David Poujade-Haas, à savoir une grève de la SNCF, c'est évidemment une grève corporatiste. Non, pas du tout, non, c'est une grève sectorielle. Le corporatisme, c'est un système économico-socio-politique des corps intermédiaires, dont les intérêts sont toujours subordonnés au bien commun, entre les mains de l'autorité, et pur produit du droit hypotatique. Si Taparelli ne développe pas dans les textes que je connais les linéaments de l'élaboration conceptuelle qu'on trouvera dans les travaux des Autrichiens comme Vogelsang, ou des Français comme La Tour du Pin, ou même Liberatore, on trouve quand même des points intéressants qui vont, je pense, vous éclairer définitivement sur la question. Paragraphe 771. C'est la raison qui a déterminé l'Église à favoriser de tout temps les corporations d'ouvriers. Cette œuvre si digne de la charité catholique. Ça, c'est la traduction qu'on trouve. Je l'ai fait retraduire. Non, c'est pas ça qui est écrit. Parce que là, vous avez l'impression que les corporations d'ouvriers, c'est une œuvre digne de la charité catholique. Et donc, vive les syndicats. Ah non, 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 c'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est ce principe d'association entre travailleurs digne de la charité catholique. Une corporation d'ouvriers est digne entre travailleurs dignes de la charité catholique, pas les autres. Et j'en ai la preuve juste après. C'est dans ce but que l'Église catholique leur apportait autrefois un concours plein de force à ces corporations et de suavité. Les associations des arts et métiers étaient dirigées par le sentiment religieux dans leurs confréries respectives. L'hérésie moderne réclama leur destruction sous prétexte de liberté, la loi Le Chapelier de 1791. Mais le besoin naturel et l'esprit de révolte ne tardèrent pas à substituer aux confréries abolies ces prétendues associations d'ouvriers qui font la terreur des honnêtes gens et qui prennent parfois un tel caractère d'hostilité qu'un gouvernement fort et prévoyant ne saurait les tolérer. Il est donc bien nécessaire de distinguer le droit de libre association que certains gouvernements populaires accordent du droit de former des conventicules secrets qui répugnent à la nature de tout gouvernement. Et là, on repose le doigt sur le nerf. Sans cela, on soustrairait non seulement à sa force ordonnatrice, mais même à ses regards, les ressorts les plus puissants de l'organisme social. Et oui, si vous avez des régimes spéciaux et que vous pouvez vous débrouiller vous-même, donc il va falloir s'attaquer aux régimes spéciaux. Les associations particulières devront donc se constituer de telle façon qu'elles tendent au but particulier qu'elles se sont proposées. Par exemple, la défense des salaires et des conditions de travail des adhérents, tout en secondant l'obtention du but public. Ah, et c'est à cela que doit veiller la société. Quand on parle de syndicalisme libre, c'est le contraire de ça. En revanche, ça, on voit bien que là, l'unité du tout ne laisse rien à la liberté des partis, et les différents corps emboîtés du corporatisme doivent respecter le droit hypotatique ou la subsidiarité pour régler leurs rapports. Les organismes sociaux doivent concourir au bien du tout. C'est exactement le sens du discours que Mussolini tiendra aux ouvriers en grève, mais au travail, de Dalmine en 1919. Alors, moi je l'admire partout, mais est-ce la raison pour laquelle le comte Vincenzo Faniciotti, dans la Critica fascista du 1er mai 1924, dit qu'il reconnaît de précieux enseignements pour la systématisation d'une doctrine générale du fascisme dans l'œuvre de Taparelli. Bon, sûrement pas. Bon, en même temps, faut-il s'en étonner quand on sait que le fascisme italien s'identifie par son rejet du libéralisme,
du socialisme, de l'individualisme et du parlementarisme. Ce sont les 4 cibles de l'esame critico de Tabarly. Les 4 cibles, il n'y en a pas d'autres. L'individualisme, d'ailleurs, vous y voyez Luther, hein, donc il n'y en a pas d'autres. Alors c'est peut-être aussi la raison pour laquelle chacun des régimes fascistes européens que nous avons connus sera corporatiste. En commençant par l'Italie mussolinienne, bien sûr. Bien sûr, avec la Carta del Lavoro, la charte du travail, qui se dote d'un Conseil national des corporations en 1930 et fait adopter en 1934 une loi prévoyant la désignation des représentants des travailleurs dans les corporations où siègent également des représentants du patronat et de l'État. De 1939 jusqu'à la chute du régime, la Chambre des faisceaux et des corporations s'est substituée à la Chambre des députés. Mais nous avons aussi, bien sûr, l'Espagne franquiste, avec son État, je rappelle, national syndicaliste. C'était son second nom. Et son fuero del trabajo. Mais encore, bien sûr, l'Allemagne de l'Arbeitsfront. Hein, Wir bleiben Kameraden. L'ingénieur, le cadre A et l'ouvrier. Le reste son camarade. Mais encore, bien sûr, le Portugal salazariste. Pur décalque de la charte italienne. Et encore, l'Autriche. Ça n'a pas duré très longtemps. L'Autriche de l'intégraliste catholique Dollfuss et son État corporatif, et dont la constitution promulguée le 1er février 1934 a pris le nom de État de quadragesimo anno, autour d'une économie autogestionnaire qui va revenir dans les années 70, se disant de gauche. On en a oublié, non? On en a oublié. Hein. La charte du travail de René Belin, ce dernier, qui fut secrétaire confédéral de la CGT de 1933 à 1940, est l'auteur du décret du 9 novembre 1940 de dissolution des organisations syndicales. Ce texte interdit la grève et, en son article 23, institue des comités sociaux d'entreprise. Pardon. Des CSE. Ayant pour objet la collaboration entre l'employeur et la salariée. J'ai ri là, non? Alors, cette trouble photo de famille conduira l'Église à ne plus se prévaloir de la notion corporatiste après la guerre. Mais des expressions dérivées comme corps intermédiaire, partenaires sociaux, demeurent dans le paysage. Baroche le précise opportunément en note de la page 222 de sa thèse. Je cite, « Le thème des corps intermédiaires, sorte de reformulation moderne de l'ancienne théorie des corporations, trouvera son débouché doctrinal sous la plume de Paul VI, dans sa grande encyclique de 67, In Populum Progressio. Cette encyclique répète sans aucune ambiguïté l'appel de l'encyclique anniversaire Mater et Magistra, 1961, vous l'avez reconnu, c'est un anniversaire, de Jean 23, appelant à la fin de cette encyclique les laïcs à pénétrer la société civile. Je cite, « Les laïcs, et voilà, doivent assumer comme leur tâche propre le renouvellement de l'ordre temporel. Si le rôle de la hiérarchie est d'enseigner et d'interpréter authentiquement les principes moraux à suivre dans ce domaine, il leur appartient, par leurs libres initiatives et sans attendre passivement les consignes et directives, de pénétrer d'esprit chrétien la mentalité et les mœurs des lois et les structures de leur communauté de vie. » Fin de citation. La Confédération française des travailleurs chrétiens, la CFTC, se déconfessionnalise donc en Confédération française du travail, la CFDT, en 1964, et s'apprête alors à subjuguer l'ennemi de toujours, le socialisme. En mai 1971, Paul VI adresse au cardinal Maurice Roy, président du Conseil des laïcs et de la Commission pontificale, Justice et Paix, une lettre apostolique sur la question sociale, où il admet et recommande l'adhésion des militants catholiques au Parti socialiste. Eugène Descamps, secrétaire national de la CFDT dans La Croix, du 14 juin 1974, précisait « C'est avec joie que cette lettre apostolique a été reçue par les militants chrétiens engagés dans la vie politique et syndicale. » Le 25 mai 1974, 6 jours après le second tour des élections présidentielles, François Mitterrand lançait l'opération appelée « Assise du socialisme », qui préfigurera l'entrée officielle annoncée de divers courants catholiques dès octobre, Action catholique ouvrière, étudiante, la direction de la CFDT, dont beaucoup de ses responsables départementaux, régionaux, ainsi que du PSU. Au début des années 90, se constitue le Club Témoin, constitué par Jacques Delors, son président. Son premier secrétaire s'appelle François Hollande. Et parmi ceux que l'Express nommera les 12 apôtres
de Delors, on trouve Ségolène Royal, Jean-Yves Le Drian, Louis Mernaz, Elisabeth Guigou, Helmut Kohl, Jean-Pierre Jouyet. De nombreuses brochures en sortiront pendant une dizaine d'années, et où le primat de la religion catholique et des communautés spirituelles sur la République sera un leitmotiv. On en finit avec la subsidiarité. Dans l'esprit du droit hypothétique de Taparelli, c'est à la fois un acide contre l'État-nation et son bloc de constitutionnalité, et un instrument holiste totalitaire. Pour exemple, dans l'ordre de la lutte des classes et des combats de la classe ouvrière, il est aussi l'inverse de ce que le syndicalisme libre et indépendant obtiendra avec ce qu'on appelle le principe de faveur. La convention collective de branche y est la base de la négociation. Le droit français est fondé sur la hiérarchie des normes. Chaque norme juridique, sous le bloc de constitutionnalité, ne peut s'insérer dans la hiérarchie que si elle respecte les normes précédentes. Plus bas, donc, dans l'entreprise, les accords ne peuvent être que supérieurs ou égaux aux accords de branche. On fait mieux en dessous. Au contraire, avec la subsidiarité, c'est l'insuffisance du niveau inférieur qui conduit à saisir le niveau supérieur. On peut mieux au-dessus. C'est un outil de casse de la progressivité des droits ainsi que de l'égalitarisme républicain. Jean Auroux, vous vous souvenez, ministre du Travail de Mitterrand et auteur des lois éponymes, n'hésitera pas à reconnaître toute honte but que la lettre de sa loi, consistant, je cite, à mettre en œuvre des forces de progrès et de clarté qui permettent aux travailleurs d'accéder dans la société à la place qui doit être la leur par la négociation dans les entreprises, plutôt que de céder à la facilité en développant des mécanismes qui favorisent des antagonismes et exacerbent des blocages. Il parle là des branches, des accords sur les branches que certains syndicats ont obtenus. Que la lettre donc de sa loi, dis-je, était aussi inspirée par un esprit, je le cite, je me suis affectivement inspiré de l'encyclique Labores Exercens de Jean-Paul II, encyclique de 1980. Alors ce travail de Sappe, on le sait, s'est poursuivi jusqu'à la loi El Khomri, 2016, puis à sa surdétermination par les ordonnances scélérates Macron de 2017, abolissant la hiérarchie des normes et le principe de faveur. Qu'on songe encore, sur le plan politique maintenant, à l'histoire de la décentralisation, dont l'acte 3, avec la reconfiguration de la nation en 14 régions, devait permettre l'usage d'un pouvoir réglementaire d'adaptation locale de la loi républicaine, explosant le bloc de constitutionnalité. Et pour le candidat François Hollande, qui pour le candidat François Hollande en janvier 2014 était un vœu. Pour terminer, nous ferons remarquer que la subsidiarité comme principe statophobique interne à la nation se double d'une statophobie internation. L'encyclique inaugurale de la subsidiarité internationale est en fait Pacem in Terris de Jean XXIII. Premier texte officiel du Vatican à appliquer la subsidiarité, mais cette fois-ci au rapport entre les nations. Et ainsi a achevé le geste accompli par Taparelli, qui d'emblée avait articulé tous les consorti avec l'ethnarchie, comme on l'a vu depuis le début. Voilà ce que dit Jean XXIII. À l'intérieur de chaque pays, les rapports des pouvoirs publics avec les citoyens, les familles et les corps intermédiaires doivent être régis et équilibrés par le principe de subsidiarité. Il est normal que le même principe régisse les rapports de l'autorité universelle avec les gouvernements des États. Ok ? Bon, et alors maintenant, le propos ne changera plus, puisque, comme le montre cet extrait de l'encyclique Caritas in Veritate du 29 juin 2009 du pape Ratzinger ou Benoît XVI. C'est la raison pour laquelle on ne s'étonnera peut-être plus de la pérennité souterraine d'une figure que nous n'avons fait qu'effleurer ce soir. La mondialisation réclame certainement une autorité, puisqu'est en jeu le problème du bien commun, qu'il faut poursuivre ensemble. Cependant, cette autorité devra être exercée de manière subsidiaire et polyarchique. Jamais dans une autre encyclique on trouve ce terme. C'est le terme de Taparelli. Vous êtes content, hein? Il resterait à conduire une analyse complémentaire des autres concepts de la DSE, c'est-à-dire le bien commun, le concept thomiste et qu'est-ce qu'il est devenu depuis, la solidarité, qui est déjà le résultat d'une grosse lutte interne à l'Église catholique, et montrer comment, à la fois et à leur tour, ils incarnent le syncrétisme de guerre d'influence à l'intérieur de l'Église catholique et traversent et envahissent les institutions nationales et internationales, toujours dans le même but et depuis leur origine, ramener le conflit social au rapport inter-singulier, plutôt qu'au rapport entre les classes, au colibrisme, plutôt qu'aux politiques, à la morale et à la charité, plutôt qu'à la loi. En somme,
dissimulé il fatto de la lutte des classes. Ce travail souterrain a permis à la classe dominante de préserver l'ordre naturel et d'opérer dans le dernier demi-siècle écoulé, les profits tant symboliques que financiers les plus prodigieux de l'histoire de l'humanité. Je vous remercie de votre patience. Bravo.